Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde qui va porter aujourd'hui sur le deuil périnatal et l'infertilité et qui s'intitule « Du choc à la guérison ». Mon nom est Josée Bournival. J'aurai le plaisir d'être l'animatrice aujourd'hui et de m'entretenir avec trois autrices que je trouve fort courageuses, qui abordent des sujets difficiles dans leurs plus récents livres, des sujets tabous, difficiles à apporter dans une conversation, mais qui sont vraiment nécessaires et qui vont faire du bien, je pense, comme leurs livres vont vous faire du bien si vous vivez de près ou de loin, personnellement ou par procuration, que ce soit la fausse couche, le deuil périnatal ou encore l'infertilité. Alors, avant de parler de leurs œuvres, permettez-moi de vous les présenter. Je commence avec celle qui est tout juste à côté de moi, Maude Neveu-Villeneuve, qui est autrice, bien sûr, mais également éditrice et professeure de littérature au Cégep. Elle a quelques livres à son actif, quand même, Partir de rien et La remontée, qui sont des romans adultes, mais aussi un superbe album jeunesse dont on parlait tout à l'heure, donc Simone sous les ronces, qui a mérité le prix des libraires en 2020. Son plus récent roman, dont elle va nous parler aujourd'hui, Après Céleste, a été publié aux éditions de Ta Mère et raconte l'histoire de Dolores, qui vit une fausse couche et qui va retourner dans son village natal pour panser ses blessures d'une certaine manière. Bonjour, Maude. Bonjour. Bienvenue. Merci. Juste à tes côtés, Maude, nous avons Mireille Saint-Pierre, qui est illustratrice. Après des études en art visuel et en design graphique, elle a travaillé en design, en publicité également, avant de se consacrer à l'illustration de La Brume, sa première bande dessinée, publiée chez Nouvelle Adresse. Et La Brume, c'est l'histoire de Myriam et de son conjoint Jules, qui vont vivre un deuil périnatal. Bonjour Mireille. Allô. Bienvenue. Merci. Et la dernière, mais non la moindre, Véronique Leduc, qui est journaliste en tourisme et agroalimentaire depuis une douzaine d'années déjà dans différents médias. Elle est également cofondatrice et co-rédactrice en chef du magazine Caribou, qui est consacré à la culture culinaire québécoise. En 2016, elle a publié Épatante patate, éloge de la pomme de terre. Vous m'avez gagné à ce moment-là, je vous l'avoue. Mais aujourd'hui, nous la recevons pour un autre livre, son plus récent, qui s'intitule Infertilité, traverser la tempête, aux éditions Parfum d'Ancre, pardon. Un récit très personnel qui est entrecoupé également de témoignages de professionnels. On va détailler tout ça dans quelques instants. Alors, le thème de la table ronde, c'est du choc à la guérison. Je vous propose donc de commencer par le choc. Alors, nous avons trois autrices avec nous qui sont parties d'un événement personnel douloureux qui a mené à l'écriture de trois livres fort différents. J'aimerais que vous nous parliez de ce choc-là. Qu'est-ce que vous avez vécu à titre personnel? Dans votre cas, Maude, ça a été une fausse couche. Oui, exactement. Pour aller, disons, rapidement, c'est une fausse couche qui est arrivée entre mes deux grossesses menées à terme, donc entre mes deux filles. J'étais à 10 semaines et quelques là, de grossesse, puis c'est arrivé comme bien des fausses couches, comme sans signe avant-coureur. Là. Puis j'ai vécu aller à l'hôpital, puis se faire dire que, écoutez, madame, ça va se terminer là. Et le choc a été beaucoup dans, je pense, la réception médicale de l'affaire. On pourra peut-être en reparler. Là, oui. Mais... Donc, la façon dont la fausse couche a été abordée par le personnel médical et l'entourage et tout ça. Oui. OK. Mireille, de votre côté, c'est une expérience difficile aussi. C'était un deuil périnatal que vous avez vécu. Oui, c'est ça. C'était une expérience difficile et complexe dans le sens où j'ai perdu ma fille. Ça faisait 6 mois que j'étais enceinte. J'avais eu la première échographie. Tout allait super bien. On était rendu au stade les gens nous disent « ça y est, on continue, puis vous allez accoucher très bientôt ». Puis sans aucun signe avant-coureur, j'ai accouché trop tôt, fait qu'elle n'a pas pu survivre à l'accouchement. Et ça donne que j'étais en voyage à ce moment-là. J'étais à New York. Mon chum travaillait là à l'époque. Puis c'est ça, dans le fond, dans La Brume, là, c'est très autobiographique. Oui, c'est ça. Puis New York est un petit peu un personnage secondaire de la bande dessinée, oui. Ouais. Donc, évidemment, voilà. C'est une expérience de vie à laquelle on n'est pas préparé. Déjà, oui. Puis même là, comme Maude qui parlait là, de la froideur médicale, ben moi, c'était la froideur de Manhattan. C'est ça, c'est comme on accouche à un endroit que c'est pas notre pays, c'est plus ou moins notre langue, on connaît pas le système de santé.
Fait que ça a fait partie du traumatisme, d'avoir à perdre son enfant, puis d'être en panique, d'être terrifié, puis de ne pas être chez soi. On a fait des choix qu'aujourd'hui je regrette, puis qui ont été très difficiles dans mon cheminement de deuil par la suite. Là. Ouais, puis tout ça, j'aborde aussi dans la Un exemple de ce que vous dites, j'imagine, c'est le fait, par exemple, de laisser le corps du bébé là-bas, d'être obligé de revenir au pays. Exact. Qu'on a très peu de temps pour réagir parce que le compteur de la carte de crédit roule. Ouais. Un accouchement à New York, ça coûte 20 000 Fait que déjà, là, on se disait, là, on est assis. Le simple fait d'être assis ici et à réfléchir à notre décision, est-ce que le compteur est en train de rouler? Tu sais, le fait, en plus, que là, ça s'est passé dans la nuit. Alors là, nous, on est passé, non pas une journée, mais 2 journées à l'hôpital parce qu'on a passé le cap du minuit. Oh. Donc, quand ils nous disent que voulez-vous faire du corps de votre enfant, nous, on voulait juste fuir. On voulait se sauver, on voulait disparaître. Fait que ça a fait en sorte que j'ai pas été capable de la regarder. Non pas parce qu'on me l'avait pas offert, mais c'est parce que j'étais tellement terrifiée que on s'est sauvés. Je veux dire, on s'est sauvés. C'est quelque chose que j'ai énormément regretté puis que ça a été extrêmement dur de guérir ça par la suite. Ouais. Bien, on va en parler parce que je pense que dans toutes vos histoires, on réagit au mieux avec ce qu'on est comme femme, comme couple. On n'est pas parfait, mais effectivement, il y a des regrets qui viennent avec ça. Il y a de la culpabilité. On abordera le thème tout à l'heure. Je termine avec toi, Véronique. Donc, dans ton cas, c'est ton parcours en infertilité, dans le fond, dont tu nous parles. Raconte-nous un peu ce que tu as vécu. Bien, si on parle du choc, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Oui, OK. Ouais. Ah, là, on t'entend. Ah, bon. Si on parle du choc, moi, la vie a fait que personne autour de moi avait vécu ça. Donc, j'ai vraiment été quand même en choc de me retrouver en fertilité. Je savais pas c'était quoi les prochaines étapes du tout. Tu sais, le milieu médical, encore là, ben c'est sûr que c'est un petit peu froid. T'es très perdu à travers tout ça. Puis t'as vraiment l'impression... Moi, je me sentais en choc dans le sens où j'avais l'impression d'être la seule au monde à vivre ça. C'est quand même quelque chose dont on parle trop peu, je trouve. Puis pourtant, il y a 1 couple sur 6 dans le monde qui est confronté à cette réalité-là. Puis, tu sais, quand je me suis mise à en parler, ça m'a quand même pris du temps, mais quand je me suis mise à parler de cette épreuve-là, mais là, je réalisais qu'il y avait beaucoup de monde, finalement, de près ou de loin, qui vivait ça, tu sais, puis personne s'en parlait, on vit chacun ça dans notre coin. Donc, c'était un peu pour ça aussi que j'ai eu envie d'en parler puis de faire un livre. Ouais, puis ça m'a pris du temps avant de réaliser que peut-être on avait un problème d'infertilité, tu sais. Donc, moi, le choc, il était là, il était dans l'acceptation de ça au début, même de le nommer, là, ça m'a pris du temps. Ouais. Je pense qu'il y a toujours un peu de nous dans chacun des livres qu'on produit. Mais dans les vôtres, il y en a vraiment beaucoup. J'aimerais ça savoir comment vous vivez avec l'idée d'exposer quelque chose d'aussi intime avec de purs inconnus, dans le fond. Je sais que ça part d'une bonne intention, puis vous le faites parce que vous auriez probablement aimé qu'il y ait ce genre de livre-là sur le marché quand vous avez vécu l'événement traumatique que vous avez vécu. Mais comment on se sent? Jusqu'à quel point on se livre? Jusqu'à quel point on se garde une petite pudeur par rapport à ça? Est-ce que c'est une délivrance d'en parler publiquement, Maude? Moi, j'avoue que je me suis, d'une certaine manière, cachée derrière les histoires de plein de femmes autres que la mienne, là, en fait. Évidemment, il y a de moi dans cette histoire-là, mais il y a beaucoup d'histoires qui viennent d'autres femmes, qui viennent de mes amis, qui viennent de témoignages que j'ai lus sur Internet. J'ai fait une espèce de collage de tout ça parce que je trouvais que mon histoire, j'avais pas nécessairement envie de raconter mon histoire à moi. J'avais vraiment besoin de passer par la fiction pour être capable d'en parler. Ça m'a pris quand même 5 ans avant d'en parler, entre le moment où c'est arrivé puis le moment où le livre est paru. Là, donc, ça a mijoté pendant assez longtemps. Donc, je pense qu'en fait, c'est ça. J'ai eu le réflexe de me cacher un peu quand même. Mais maintenant que les gens commencent à le lire, il y a plein de femmes qui m'écrivent pour me dire « Ah, mon Dieu, ça m'a fait du bien. J'ai enfin pu mettre des mots sur des choses que j'ai vécues. » Et ainsi de suite. Puis je suis vraiment contente de l'avoir fait puis d'en avoir parlé avec quand même, parce que toutes les émotions qui sont là, ça reste les miennes. Fait que même si l'histoire n'est pas la mienne, les émotions sont à moi. Et je pense que c'est là que je connecte avec mes lectrices et mes lecteurs même, là, je veux dire, des pères aussi qui ont vécu ça, là, donc...
Véronique, de votre côté, on sent le travail journalistique, hein? la recherche, les sources, donc les professionnels qui vont venir faire des commentaires et tout ça, mais il y a quand même beaucoup de vous, de votre histoire là-dedans. Cette partie-là, est-ce que vous étiez pudique de la dévoiler? Bien, pas du tout. On dirait que ça a été quand même pour moi libérateur. OK. Puis mon livre est construit un peu presque comme un journal intime, tu sais. Puis en fait, ce qui est spécial, au contraire de Maude, moi, j'ai beaucoup écrit sur mon ordinateur pendant le processus qui a duré quand même 5 ans, là, dont 2 ans et demi le plus difficile à la fin. Donc, on était dans les inséminations, dans les fécondations in vitro, puis j'étais quand même assez souffrante là, à travers tout ça. Puis, tu sais, moi, mon métier, c'est l'écriture, donc on dirait que j'avais besoin d'écrire comme un journal sur mon ordinateur. Des fois, là, quand j'avais un trop-plein d'émotions, j'écrivais, mais en sachant pas nécessairement que ça allait faire un livre. Tu sais, dans le fond de ma tête, il y avait quelque chose qui disait « Hey, peut-être qu'un jour, ça serait intéressant d'en faire un livre », mais je savais pas du tout si c'était réaliste. Donc, à un moment donné, en septembre l'an dernier, j'ai approché Parfum d'encre, puis j'ai comme proposé ce projet-là, puis il y avait la grande majorité de ce qu'on trouve dans ce livre-là qui était déjà écrit, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait comme ça parce que je pense pas que j'aurais pu retrouver les sentiments aussi intacts ou la douleur que ça m'occasionnait, parce que même maintenant, je le relis, puis j'aurais pas pu réécrire ça. Fait que c'est vraiment vrai, là, ce qu'on voit là-dedans. Est-ce que tu as eu tendance à vouloir t'auto-censurer quand même, après de changer un peu, retirer des passages? Non, non? Parce que je pense qu'en parlant, j'ai réalisé qu'on était plusieurs à vivre, même si les histoires sont différentes, on vivait vraiment les mêmes frustrations, les mêmes difficultés, les mêmes émotions. Puis moi, ce qui m'a le plus aidé pendant le processus, c'est d'en parler à d'autres filles qui avaient vécu ça ou qui étaient en train de vivre ça. Donc, j'ai vraiment eu envie de sortir les vraies choses. Puis c'est sûr que c'est intime, là. Tu as des rendez-vous, tu parles de tes organes génitaux. C'est sûr que c'est super intime, mais je sais pas, j'étais super à l'aise de partager ça, mais parce que c'est une réalité, puis on est plusieurs à vivre ça, puis ça peut faire du bien. Je le sais que ça peut faire du bien de lire les histoires des autres. Parce qu'il fallait que quelqu'un ait le courage de le faire. Ouais. Moi, j'aurais aimé ça lire J'ai cherché un livre dans ce genre-là quand j'étais là-dedans. Puis je trouvais vraiment juste des trucs médicaux, mais c'est pas ça. Tu as envie de valider tes émotions. Donc, j'avais envie d'être vraie à travers ça. Ouais. Puis Mireille, toi, des 3 autrices aujourd'hui, tu es celle qui se livre le plus, je dirais, dans le sens où c'est vraiment autobiographique, l'histoire que tu racontes. C'est toi et ton chum que tu mets en image dans l'histoire de La Brume. Toi, comment tu vis avec l'idée de présenter ça au public? Moi, je dirais que La Brume, quand j'ai décidé de le faire, je l'ai vu comme un contrat. C'est un contrat que je signais avec Romane, ma fille. Parce que quand on vit un deuil périnatal, souvent, la plus grande peur qu'on a, c'est que cet enfant-là, qui n'a jamais vécu, qui n'a pas eu le temps de vivre, on finisse par l'oublier, puis qu'il n'y ait plus rien qui reste de cet enfant-là. Donc, comme je disais au début, là, le fait que, j'ai pas été capable de la regarder avant de partir, tout ça, on dirait que pour moi, ça a été un contrat, comme je disais, que j'ai signé avec elle, de dire, je vais faire un livre sur toi. Le livre, d'ailleurs, je m'adresse à elle dans le livre. Fait que c'est la trace que j'ai décidé d'y laisser. De dire, oui, t'es passé dans le monde. Ça a été super rapide, mais ça a été juste assez pour nous transformer, mon chum puis moi. Puis on est devenus complètement des nouvelles personnes après ça. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'il fallait que ça soit vrai. Puis ça a été très dur pendant l'écriture de jouer dans l'autofiction. Parce que je dis que c'est autofiction aussi parce qu'il y a quand même certaines libertés artistiques. C'est très collé sur ce qu'on faisait vraiment. Mais en même temps, je tenais à l'autofiction justement pour protéger notre intimité. Laisser cette porte-là ouverte au lecteur de savoir jusqu'à quel point ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, jusqu'à quel point est-ce qu'il y a des choses qui ont été fantasmées ou qui sont extrêmement collées à la réalité. Fait que oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des alias. Puis ça protège notre petit cocon. Quel était votre objectif? Parce que vous aviez plusieurs objectifs. Évidemment, quand on écrit un livre, ça peut être pour se faire du bien, ça peut être pour aider quelqu'un d'autre, une lectrice ou un lecteur éventuel. Ça peut être pour mettre sur la sellette publique un sujet auquel on tient. Il y en a plusieurs objectifs, surtout avec des livres comme les vôtres qui abordent des sujets aussi sensibles.
Votre objectif principal, c'était lequel? Véronique? Bien, je l'ai dit un peu tantôt. Moi, c'était vraiment de... Je me suis tellement, moi, sentie seule et désemparée à travers tout ça. J'avais envie d'aider d'autres. J'avais espoir. J'espérais que ce récit-là puisse en aider d'autres. Puis je reçois... il est sorti il y a 2 mois, puis je reçois tous les jours des messages sur les réseaux sociaux de filles qui sont là-dedans ou qui ont été là-dedans, puis que ça valide leurs émotions, puis qu'elles se sentent moins seules. Donc, ça me rend vraiment extrêmement heureuse que ça ait fonctionné, ce que j'espérais. Ben oui, objectif atteint. Oui, puis aussi, ben parce que c'est ça, il y a pas grand-chose là-dessus, donc je pense que c'est ça, ça peut aider à valider vraiment les émotions que ça suscite là, comme processus. Puis j'avais aussi envie que ça puisse être partagé avec les proches des gens qui sont infertiles ou qui sont en fertilité, parce que, tu sais, moi, je suis extrêmement bien entourée, puis je recevais quand même beaucoup de phrases maladroites, tu sais, puis je pense que ça part du fait qu'on n'en parle pas beaucoup de ce sujet-là dans la société, où on est mal d'en parler. Je sais pas exactement pourquoi. J'ai été moi-même mal au début d'en parler. Je sais pas. Je pense qu'on vit ça comme un échec, tu sais, être infertile, tu sais. Donc, en tout cas, je recevais beaucoup de phrases très maladroites, tu sais, de gens autour de moi, de connaissances de mon entourage. Donc, j'ai eu envie aussi de le faire pour que les gens qui vivent ça puissent le donner à leurs proches pour qu'ils comprennent mieux ce à travers quoi on peut passer. T'sais. Absolument. Ouais. Mireille? Oui, justement, j'aimerais ça compléter ce que tu dis parce que je trouve que c'est des termes, tu sais, l'infertilité, le deuil périnatal, les fausses couches. Il y a ça, le fait qu'on n'en parle jamais. Quand ça nous arrive, comme tu disais, je crois, on se sent seul. Puis moi, il y a une partie de moi là, qui était vraiment en colère parce que quand ça m'est arrivé, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens autour de moi que ça leur était aussi arrivé. Puis on me disait toujours que ça arrivait jamais. Puis c'est comme, mais attendez, là, on m'a menti, là, c'est pas vrai que ça arrive jamais. Tu sais, fait que moi, il y a beaucoup de moments, genre que j'étais complètement perdue puis désemparée, que si j'avais su à quel point plein d'autres gens avaient vécu des choses aussi difficiles, ben, je me serais sentie moins défaillante, là, moins... Oui, puis tu sais, on souhaite évidemment que personne vive des difficultés comme nous, on peut en vivre, mais pour moi, en tout cas, ça pouvait atténuer la douleur de me sentir moins seule là-dedans ou de ne pas sentir que j'étais la seule au monde à ne pas être capable de faire un enfant, tu sais. Fait que, tu sais, tu veux pas que les autres souffrent, mais de savoir qu'il y en a d'autres qui vivent ce que tu vis, ça peut aider, tu sais, je pense. Bien, de se relier à l'autre dans la souffrance humaine, c'est ça qu'on a de beau aussi, hein, comme être humain. La raison numéro 1 pour Après Céleste, Maude? Bien, j'ai vraiment, un peu comme Véronique, écrit le livre que j'aurais eu envie de lire quand c'est arrivé. C'est vraiment ça. Je me sentais, moi aussi, bien seule, même si je me suis rendu compte qu'il y avait finalement plein de femmes autour de moi qui avaient vécu la même chose, même si les statistiques me prouvent qu'il y a plein de femmes autour de moi qui le vivent. Personne n'en parle. Donc, ouais, j'avais besoin de lire quelque chose à ce moment-là, puis ça n'existait pas. Alors, je l'ai écrit. Bien, bravo, parce que à partir d'un besoin, hein, vous avez créé œuvre utile, j'aurais envie de dire, avec ces livres-là. Même s'ils traitent tous indirectement de sujets similaires, ils sont vraiment très uniques et différents les uns des autres. Alors, si vous me le permettez, j'aurais des questions un petit peu plus pointues pour chacune d'entre vous en fonction là, de chacun des livres que vous avez écrits. Véronique, je vais commencer avec vous, tiens. On le disait tout à l'heure, hein, Infertilité, traverser la tempête. C'est bien sûr votre récit qui est raconté, mais il y a aussi énormément de témoignages de spécialistes, psychologues, sociologues, médecins. Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce que ça apportait de plus dans votre livre? Bien, je pense que c'est la journaliste en moi là, qui avait besoin de... Bien, je trouvais... Des faits. Ouais. Mais je trouvais aussi que ça venait expliquer des étapes que moi, je vivais, qui étaient plus dans l'émotion. Tu sais, je pense que j'étais moi-même perdue là, au début de ce processus-là. Puis les proches aussi ne comprennent pas. Donc, je trouvais que ça apportait une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de qu'est-ce que c'est. Tu sais. Puis si je trouve ça dur avoir une insémination... Bien, qu'est-ce que c'est, dans le fond, là, une insémination, tu sais? Fait que là, j'ai parlé à mon médecin qui me suivait. Aussi, la psychologue, là, c'était vraiment que ça apporte vraiment des émotions extrêmement intenses, là, tu sais, d'injustice, puis, tu sais, des fois même de jalousie, des filles qui tombent enceintes facilement autour, tu sais. Puis moi,
je suis pas quelqu'un de méchant, là, donc tu te sens super mal de ressentir ça. Fait que j'ai eu envie de parler à une psychologue, tu sais, qui allait valider que c'était normal de se sentir comme ça, de pas être capable d'aller dans des showers, tu sais, d'avoir de la misère de se réjouir pour les gens qui tombent enceintes. Tu sais, donc pour moi, c'était une façon un peu de venir appuyer, je pense, mon journal intime ou mon récit. Il y a des témoignages aussi de d'autres filles qui vivent ça, parce que les expériences sont différentes aussi, même si les émotions reviennent souvent aux mêmes. Donc, c'est ça. Pour moi, ça venait appuyer, je pense, les émotions que j'exposais. Bien, en tout cas, moi, comme lectrice, j'ai trouvé que c'était un excellent choix. Je ne sais pas si vous serez d'accord, parce que je sais que vous l'avez lu aussi, mais ça me permettait de rester justement dans l'émotion quand c'était le récit, puis d'avoir l'impression de le vivre avec toi. Puis bon, après ça, une petite portion où on s'adresse à mon intellect, j'ai les informations qui me permettent après ça de revenir dans l'émotion. J'ai trouvé que c'était très habile. Puis une autre chose qu'on ne peut pas passer sous silence concernant ton livre, ce sont les illustrations qu'il y a à l'intérieur, illustrations de Mathilde Corbeil. Comment s'est fait le lien, le partenariat avec Mathilde? Ben moi, j'ai eu quand même des flashs, des fois, d'images que j'aurais aimé qui se retrouvent dans le livre. Donc, quand j'ai proposé le livre à parfum d'encre, ben, j'en ai parlé à Julie Massy, qui est la directrice artistique de Grand Talent, puis qui a été vraiment respectueuse dans ce projet-là. Puis c'est elle qui a proposé Mathilde. Elle voyait vraiment quelque chose qui fonctionnait là-dedans. Donc, Mathilde a accepté. Ça a été vraiment une super belle collaboration. Donc, elle nous a proposé les images. En fait, finalement, j'ai même pas proposé mes idées. Elle a lu le livre, puis elle a proposé des images qui sont, je trouve, extrêmement parlantes. Absolument. Et la couverture, quand je l'ai reçue, je pense que tout le monde chez Parfum d'encre, on pleurait, on était... Donc, je suis vraiment contente que ce soit Mathilde qui a illustré. C'est super beau. Si vous aimez les images, si vous êtes visuel, bien évidemment, la bande dessinée, La Brume, est probablement un choix judicieux pour vous. Bien sûr, il y a des mots, Mireille, dans ton livre, mais c'est l'image, évidemment, qui prend le plus de place, qui sont tes premières amours aussi. Qu'est-ce que ça amène de plus ou de différent à ton livre versus un roman où il y aurait uniquement des mots? Qu'est-ce que ça amène de plus pour le lecteur, tu penses? Eh là là! Non, mais c'est drôle parce que justement, mon éditrice, Marie-Claude, elle disait que c'était une histoire qui pouvait pas être... Ah, salut! T'es là, toi? Elle disait que c'était une histoire qui pouvait pas se faire autrement qu'en bande dessinée. Puis, sur le coup, j'avais comme pas compris parce que dans ma tête, c'était juste naturel. Je me suis dit... je suis pas une autrice, je suis pas une écrivaine, je suis pas une dramaturge, je suis juste une illustratrice. Je me suis dit, mais là, si je suis illustratrice puis j'ai envie de raconter une histoire, comment je me débrouille? Puis je suis comme, je pense que c'est la définition d'une bande dessinée. Bingo! C'est pour ça que je me suis dit, d'accord, ça va être une bande dessinée, go. Mais OK, je sais pas comment écrire. Je sais pas comment écrire, je veux dire, j'avais un peu l'intuition de savoir comment raconter une bonne histoire, mais je me suis entourée de gens que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, qui m'ont conseillé tellement bien. Il y en a un, il faut que je le nomme tout de suite, là, il s'appelle Guillaume Corbeil, c'est un dramaturge, un écrivain montréalais, puis il y a un des conseil qu'il m'a donné, que genre, ça a tout changé dans mon processus. Puis encore aujourd'hui, là, je suis en train d'écrire, puis ça me reste. À un moment donné, il m'a dit, mets le moins de mots possible. Il m'a dit, genre, si tu es capable de raconter ou de faire vivre une émotion sans avoir à mettre un mot, bingo. Puis quand il m'a dit ça, j'ai fait genre, ah ben ouais. Parce que je me souviens, là, je pédalais beaucoup avec les dialogues, puis tout ça. Puis genre, souvent, tu sais, quand on dit qu'on écrit puis qu'on met beaucoup trop de mots dans la bouche d'un personnage parce qu'on veut vraiment être sûr que les gens comprennent qu'est-ce que le personnage ressent, puis... Bien, tu vois, moi, je pense que c'est ça l'avantage de ta bande dessinée. Voilà, c'est de laisser une interprétation au lecteur. Puis cette histoire-là, avec des mots, elle aurait été très difficile, je pense, à lire. Oui. Donc, d'avoir comme la liberté de mettre les mots qu'on veut dans notre tête là-dessus, bien, en fonction de notre sensibilité, ça nous permet d'approcher le livre plus facilement, je pense. C'est ça. Fait que dans le fond, au lieu parfois peut-être de prendre tout un paragraphe pour expliquer les démons intérieurs d'un personnage, tu as juste une case, un regard vide. C'est tout, tu sais. Puis il y a une forme de... Tu sais, je veux dire, je suis designer graphique aussi. Fait que le livre, je l'ai beaucoup approché comme un objet de design, dans le sens que... Il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il fonctionne. J'étais très technique dans ma façon d'essayer de développer les émotions au travers de mon histoire. OK.
Fait que, Et ça, c'est intéressant. Les choix artistiques qui ont été faits, étant donné Oui. que c'est très visuel, bien évidemment, c'est un objet qu'on veut regarder. Bon, on ne s'attendait pas à une explosion arc-en-ciel de couleurs avec le thème que tu abordes. C'est très sobre, très élégant comme livre, avec une belle palette de couleurs crème, des marines, du gris. Je sais que tu n'aimes pas les couleurs pour t'avoir entendu le dire en entrevue, donc ça justifie peut-être les choix. ça me rend anxieuse, trop de couleurs, là. Mais C'est comme- je me demandais vraiment, mais quand on travaille sur quelque chose d'aussi personnel, est-ce que les choix esthétiques sont instinctifs ou si vraiment tu es allé avec la tête, comme tu disais, puis non, je dois aller dans telle palette parce que c'est justifié pour mon sujet, etc., etc. Je crois que c'est un équilibre des deux. Il y a beaucoup OK. de choses qui allaient immédiatement d'instinct. Comme la palette de couleurs, je pense que je me suis vraiment pas longtemps posé la question. Je me suis dit, je le vois dans le beige, je le vois dans le marine. C'est fini, C'était réglé. c'est réglé, on continue. Prochaine étape. Puis là, ensuite, c'est tout ça, c'est comme une liste de problèmes à régler. Puis là, c'est comme, OK, bon, ben mes cases, comment je les fais, tout ça. Ah, je vais faire une grille graphique. Puis là, OK, bon, ben là, mon histoire est quand même très sobre, très posée. Donc, ma grille graphique, c'est pour ça qu'elle est très simple. Elle respire, hein, le livre respire. Oui, Ouais. c'est ça. Souvent, je voyais justement le fait qu'à la base, je suis pas tant BDiste. Je suis pas non plus une si grande lectrice de BD que ça. Genre, moi, ma BD, je la voyais souvent comme un film. Je voyais des scènes de film. Fait que c'est pour ça qu'il y a énormément de cases, que c'est des diaporamas, c'est sur le long. Ça venait, oui, instinctivement, et ensuite, ben pratique. Genre, ouais. Et ça prenait des espaces vides dans les pages pour nous permettre de respirer, de vivre cette histoire-là, de laisser place à nos émotions. Je trouve que ça a été très intelligent comme présentation. Oui. Puis c'est génial aussi avec un éditeur qui était complètement d'accord avec ça, qui j'étais juste genre, hey, si j'ai envie de faire une page presque vide, ben oui, vas-y, fais une page presque vide. Fais-en des pages presque vides. Laisse-la respirer, ta bande dessinée. Puis ça, j'ai été super bien entourée aussi avec ça. Ouais. Et après Céleste, maintenant, le troisième de nos livres, qui lui aussi a certaines petites particularités. Donc, c'est un roman, dans le cas de ce livre-là, Maude. Il y a des éléments de fantastique dans ce livre. Et moi, ça m'a prise par surprise, honnêtement. Je m'y attendais pas. Je me demandais, en fait, pourquoi avoir inclus des éléments de fantastique dans un roman qui, du reste, est quand même, somme toute, très réaliste. Pourquoi cette présence-là? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. En fait, ça a été mon intuition de départ, c'était ça, c'était ces éléments de fantastique-là. Ou en fait, moi, je préfère dire que c'est du réalisme magique. OK. Donc, on est vraiment... J'aime ça. Je suis une littéraire, hein? Mes genres littéraires, c'est important, il ne faut pas faire de mélange. Mais donc, c'est ça. C'est du réalisme magique au sens où on est vraiment dans le réel, mais il y a un petit peu de magie qui vient s'ajouter à la fin. Puis... je pense qu'il y a deux choses. Donc, d'abord, le fait d'être passé par la littérature jeunesse avant a fait que j'ai eu envie de retourner là-dedans. Parce que dans la littérature jeunesse, on a le droit de faire ça, de la magie. On a le droit d'avoir des ronces qui nous poussent dans le ventre, puis personne ne se pose de questions. C'est correct. vrai. Les enfants l'acceptent. Alors que dans la littérature pour adultes, c'est tout d'un coup, on devient de la littérature de genre. Puis là, ça devient quelque chose que pas tout le monde veut approcher, puis tout ça. Donc, j'avais envie d'aller retrouver dans de la littérature pour adultes cette liberté-là que j'avais avec la littérature jeunesse. La deuxième chose, je pense, c'est que mes inspirations, tu parlais de voir ta BD comme un film. Moi, mes inspirations sont très cinématographiques, en fait. Les films de Miyazaki, beaucoup. Donc des animés japonais, où il y a toujours cette touche de magie. Donc Totoro, par exemple, là, où les enfants vivent... c'est pas un deuil, parce que leur mère n'est pas décédée, mais elle est à l'hôpital, donc ils vivent cette espèce de tristesse-là. Puis ils vont rencontrer des créatures fantastiques qui vont les aider à traverser ces émotions-là. Donc je pense que dans cette inspiration-là, je pouvais pas faire autrement que d'aller passer par cette magie-là. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en préparant l'entrevue, je lisais que le thème de la fausse couche, tu avais voulu l'aborder dans différents projets, tu as fait des essais, puis ça ne fonctionnait pas. Pourquoi, après Céleste, c'était le bon format? Pourquoi ça a marché cette fois-ci? Je pense que ça a marché parce que je l'ai abordé dans l'angle de la guérison.
Ah, j'aime ça. Tu m'amènes directement sur ma prochaine question. Vas-y, je t'écoute. Bien, j'avais essayé, dans un projet précédent, j'étais partie sur complètement autre chose, une troupe de théâtre documentaire qui faisait une pièce de théâtre sur les violences obstétricales, puis sur ce genre de sujet-là, justement, la froideur. On est d'ailleurs. On est complètement ailleurs, la froideur médicale dont je parlais tout à l'heure. Il y a un moment dans le livre, tout le monde m'en parle, me dit ça doit être inventé. Puis je dis non, ça m'est vraiment arrivé. L'infirmière qui part avec le bébé dans le bocal. Sans nous laisser le garder, bien bon, tu sens, j'imagine, l'idée de ne pas pouvoir garder le bébé, ça a dû te rejoindre, j'imagine. Là. Ça m'a particulièrement touchée quand j'ai lu ton livre. Mais donc, c'est ça. Ça, c'est arrivé pour vrai. Fait que donc, j'étais beaucoup en colère, en fait, au début, quand je pensais à ce livre, à ce que le livre qui allait peut-être devenir, puis finalement, qui n'est pas arrivé. Et je pense que d'être dans la colère, ça fonctionnait pas. C'était pas la bonne approche. C'est pas créatif, la colère. C'est ça. Ouais. Ça fonctionnait pas du tout pour créer. Puis quand je l'ai abordé dans l'angle de la douceur, de la guérison, puis de cette magie-là, justement, tout d'un coup, tout s'est placé. Bien, quand je disais que tu me faisais une passe directe sa palette, c'est la prochaine chose dont je voulais absolument vous parler. À quel point, pour moi, le point le plus unifiant entre vos 3 livres, oui, il y a l'honnêteté que vous avez mis dans l'écriture de ces livres-là, mais il y a aussi l'aspect positif, de prendre quelque chose de douloureux, qui fait mal, qui n'a pas été le fun. Là, on le sent bien à vous entendre raconter vos histoires, mais de vouloir en faire quelque chose de positif. Donc, je comprends que maintenant que tu avais pris, toi, Maude, le pari, finalement, de prendre la tangente positive avec ce sujet-là, puis d'en faire quelque chose de doux, là, tu as été capable de présenter cette histoire-là. Oui, parce qu'en fait, il y a un moment dans le livre où Dolores cherche un rituel pour traverser ce qu'elle a vécu, puis elle se rend compte que dans la culture occidentale, il n'y en a pas vraiment. Dans la culture japonaise, bon, mes inspirations étaient très japonaises. Je voulais pas faire de l'appropriation culturelle, là, ça se passe pas du tout dans un contexte japonais, mais elle découvre, comme moi je l'ai fait, que dans la culture japonaise, il existe un rituel. Puis en fait, pour moi, faire ce livre-là, c'était un peu mon propre rituel. Donc, dans l'idée dans le rituel japonais, c'est des petites statues que les parents vont habiller pour pas que leur bébé dans l'au-delà ait froid. Puis, c'est un peu magique, justement. Oui. Fait que c'est un peu de là que ça vient, je pense, la magie dans ce livre-là, parce que j'avais envie de prendre soin de mon bébé dans l'au-delà, puis qu'il n'ait pas froid, puis qu'il soit dans une belle forêt. C'est très beau. Mireille, toi aussi, tu as trouvé une manière lumineuse de nous parler de cette histoire-là qui est très souffrante à la base. Oui. Mais sinon, je veux juste continuer avec qu'est-ce que mon je suis presque confuse parce que là, on commence à être vraiment émotive. Oui. Ouais. Mais c'est beau de voir que ce livre-là n'a pas été écrit la semaine dernière quand même. Hein? Puis ce qu'on porte en nous, puis qu'on a réussi à coucher sur papier, ça nous habite longtemps, hein? L'état d'esprit dans lequel on était, le pourquoi on l'a fait. C'est beau de voir l'émotivité. Puis la magie qu'il y a dans le livre de Maude, là, on dirait que c'est comme je disais juste avant qu'on commence à parler, c'est comme ça sort, ça coule, ça fonctionne. C'est comme, on dirait, moi, quand j'ai lu ça, j'ai été, surprise, puis j'étais comme, mais oui, puis il y avait une poésie. Là-dedans, c'était tellement poétique là, quand ces scènes-là surréalistes arrivent. Puis, je pense que moi aussi, dans La Brume, il y a une scène pour moi qui est vraiment forte. C'est celle-là où le personnage de Myriam croise un cheval dans la brume. Puis c'est ça qui est fou parce que cette scène-là est arrivée pour vrai. C'est comme, genre, je l'ai pas inventé. On était vraiment en train de revenir à Montréal, puis on était épuisés dans la voiture, on est arrêté à Saratoga Springs. C'était brumeux. Genre, je me souviens, on est sorti de l'hôpital à New York, tout était baigné dans la brume. On était à New York. Il était 4 heures du matin, tout était mort, il n'y avait pas de trafic. On roule toujours dans la brume. On arrive à côté de cette écurie-là. Mon chum fait une sieste parce qu'il n'en peut plus de conduire, puis je vois des chevaux courir. Puis là, ça m'a comme frappée. Puis c'est un moment que tu te dis, je viens de la voir, elle est là, tu sais. Excusez. Ben non, c'est tout à fait correct, Mireille. Puis ensuite, tu sais, quand j'étais en train de l'écrire, là, tu fais des recherches, tu te dis, c'est quoi la symbolique du cheval? Qu'est-ce que ça veut dire, un cheval?
Fait que là, tu sors ton petit livre le dictionnaire des symboles. C'est comme, ça veut dire le messager vers la mort. Mon Dieu, t'aurais Ouais. voulu l'inventer, puis Ben, ça c'est aurait ça. comme... Ah, wow! C'est ça, c'est le cheval, c'est lui qui entraîne les âmes vers leur dernier repos, c'est le messager, Fait qu'il y a des moments comme ça qui dépassent la réalité, puis on ne sait pas pourquoi tout arrive, puis tout fait un sens, puis tout se relie, S'imbrique. Oui. puis on se pose pas de questions, on fait juste accepter ces choses-là qui arrivent, puis accepter la magie. Il y en a de la magie. Ouais. Il y en a aussi dans ton livre, Véronique, de la magie d'une certaine manière. Mais le livre était amené avec beaucoup d'honnêteté, je trouve, hein, puisqu'il a été écrit, comme tu le disais tout à l'heure, en même temps que tu vivais les différentes étapes que tu as traversées. Mais moi, j'ai quand même senti qu'il y avait ce désir-là, que ce soit un discours positif. Est-ce que ça t'habitait comme autrice quand tu l'as écrit? Ben, tu sais, il y avait des... je suis comme un peu... on est tous On est dans toutes l'émotion. Ouais. Mais, tu sais, oui, il y avait des éclaircies là, à travers tout ça. Là. C'est quand même un processus qui a duré 5 ans. Donc, je n'étais pas dans une chambre noire à pleurer pendant 5 ans. Là. J'essayais de me sortir de ce marasme et de cette douleur et tout ça. Donc, oui, il y avait des trucs positifs à travers tout ça. Tu sais, des gens qui t'aident, des gens qui te disent des bonnes choses, tu sais, de l'espoir. Souvent, en fertilité, tu sais, t'as de l'espoir qui, finalement, souvent est déçu, là, mais, tu sais, je m'accrochais à cette lumière-là aussi, tu sais, les moindres bonnes nouvelles que tu as. Ouais, donc, ce que tu as envie de montrer, ça te permet aussi, ce laps de temps-là qui te paraît infini, de te questionner de pourquoi tu veux un enfant, tu sais, fait qu'à un moment donné, j'écris une lettre à mon enfant qui n'existe pas. Puis, tu sais, oui, ça, c'est positif parce que, dans le fond, ça fait ressortir tout ce que moi, j'aime de la vie et que j'aimerais partager. Tu sais, c'est pour ça que tu veux un enfant aussi, tu sais. Mais Fait que oui. même, je fais référence, par exemple, à un petit bout dans le livre où vous dites, ben voici ce qu'on aimerait entendre. Ouais. Quand on est en processus d'infertilité, que ça ne fonctionne pas comme on voudrait, Ouais. ça aurait été facile de juste marquer ce qui est désagréable à entendre. Puis dans tous les cas, ça, vous l'abordez avec beaucoup de délicatesse, je trouve, dans vos livres. C'est vrai qu'on fait face à un entourage qui est mal à l'aise, qui ne sait pas quoi dire. C'est pas des sujets qu'on aime aborder avec les gens autour de nous. Mais vous avez eu la délicatesse à chaque fois de dire « on le sait que vous n'avez pas fait exprès ». Vous l'avez tous dit à votre manière dans le livre. Je le sais que les gens autour de moi n'ont pas fait exprès de me dire des choses qui m'ont blessée, mais il y en a eu. Vous l'avez toutes vécu. Donc, qu'est-ce qu'on veut entendre? Quand on fait une fausse couche, quand on est en processus pour de l'infertilité ou quand on vit un deuil périnatal, de quoi on a besoin? Il faut que les gens l'entendent. Véronique? Bien, la psychologue que j'ai interviewée, tu sais, je veux dire, je suis la première tu sais, j'aurais pas su, je pense, quoi dire à quelqu'un. Fait que, tu sais, j'en voulais pas du tout à mes proches, tu sais, de me dire des choses, des fois maladroites, tu sais. Mais la psychologue une psychologue en fertilité, là, a dit quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, tu sais. Elle dit, dans le fond, là, quand tu es en infertilité, puis j'imagine que c'est un petit peu la même chose quand tu vis une fausse couche, tu sais, les gens sont beaucoup rapidement en recherche de solutions, tu sais, parce que dans la vie, on a beaucoup le contrôle à notre époque sur les choses autour de nous, tu sais, on a le contrôle de notre vie, donc là, tu es comme désemparé, tu pleures, tu n'es pas capable d'avoir un enfant. Les proches sont beaucoup en solution. As-tu pensé à adopter? Mais OK, mais recommence ton processus. OK, mais c'est pas si grave, là, tu fais plein d'autres choses quand même. Tu sais, fait que c'est pour aider. Dans le fond, ça, j'en ai toujours été consciente, tu sais. Fait que, mais moi, ce que j'avais envie d'entendre, c'est juste, tu sais, c'est vraiment de la merde ce que tu vis. C'est vraiment pas juste, puis tu as le droit d'être fâché. Puis je t'écoute. C'est tout. Tu sais, comme tant que toi, tu n'es pas dans ton deuil de ne pas avoir d'enfant, quand tu n'es pas prête à le faire, ben ça donne rien que les autres te le disent. Ça fait juste un peu minimiser ta douleur, je trouve, tu sais, ou minimiser ce que tu vis C'est ça, tu sais. Fait que je pense que j'avais vraiment la volonté d'essayer de donner des outils aux proches aussi, tu sais. Puis, en tout cas, moi, je ressentais vraiment juste un besoin de me faire écouter, puis de me faire changer les idées, puis de me faire dire que tu as raison de te sentir triste et démunie, et c'est tout. Mais d'ailleurs, tu parles au début du processus de la réaction de ta maman. Ouais. Hein, en disant, tu
Ça s'est changé, ça a évolué avec le temps, mais au début, hein, c'était pas ça. Comme on dit en bon elle québécois. a compris, ma mère qui est formidable. C'était très touchant. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très touchant de lire ça. Ben oui, parce que, tu sais, c'est plein de bonne volonté, là, tu sais, mais puis, tu sais, je parle de ma mère, mais même mes amis, tu sais, moi, j'étais une journaliste en tourisme, là, je voyageais beaucoup, j'avais une job assez instable, tu sais, fait que les gens étaient les premiers, je pense, et moi-même, la première surprise d'avoir ce désir-là si fort à un moment donné. Fait que je pense que, tu sais, ma mère aussi était comme, ben, tu sais, t'as une belle vie, c'est pas si grave, tu sais. Puis finalement, bien, elle a rapidement vu et compris que c'était vraiment, finalement, un projet extrêmement important pour moi et pour mon copain, tu sais, puis qu'on n'allait pas le tasser d'un revers de la main comme ça, tu sais. C'est quand même un gros projet, avoir un enfant, puis c'est un processus de deuil si finalement, t'en as pas, tu sais. Donc, c'est ça, les gens, puis tu sais, finalement, après, elle m'a aidé, elle m'a payé des traitements et tout ça, tu sais, mais je l'ai écrit, puis, tu sais, j'étais mal, j'y ai dit, tu sais, mais c'était pour illustrer que même si tu es bien entouré, tu peux recevoir des choses que les gens sont démunis autour de toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est pas pour être méchant. Ben non. C'est juste de la non-connaissance de ce que c'est, vu qu'on n'en parle pas beaucoup. Et au dans la contraire, société. les gens veulent t'encourager, veulent te proposer des solutions. Tu sais, fait que ça, c'est un signe d'amour, là. Moi, je l'ai toujours compris. Mais je pense que si on parle plus de ces sujets-là dans la société, ça va aider, à mon avis. Ouais. On dit que c'est difficile quand on le vit, ce qu'on reçoit de l'entourage, mais ça peut être difficile aussi au sein du couple. Ça peut même être tabou au sein du couple parce qu'on ne le vit pas, l'événement traumatique, au même rythme. Parce qu'il y en a un des deux, parfois, qui a besoin de s'en éloigner, alors que l'autre a besoin de rester dans ces souvenirs-là. Parce qu'un a envie de retrouver le plaisir, la vie d'avant, alors que l'autre a besoin de baigner plus longtemps dans sa douleur. Ça, comment on le vit, Maude? Dans le cas de Dolores et Simon, là, son conjoint, c'est vraiment... c'est pas du tout comment moi, je l'ai vécu avec mon conjoint à moi. Là. Eux le vivent très différemment. Nous, on l'a vécu pas mal ensemble, mais je dirais que ce qui a été le plus difficile, c'était que l'entourage était très centré sur ce que moi, je vivais, sur comment moi, je me sentais, mais le laissait, lui, beaucoup de côté. Ah, intéressant. Parce que c'était quelque chose que mon corps avait vécu. Donc, c'était forcément quelque chose qui m'arrivait à moi. Puis on dirait que tout le monde oubliait que ben, lui, c'était le père de cet enfant-là. Donc, lui aussi vivait quelque chose. Lui aussi avait de la peine. Mais personne ne savait trop comment adresser cette peine-là. Ses amis ne savaient pas trop. Ses amis n'avaient pas d'enfants à cette époque-là, ne savaient pas trop comment en parler. Puis les amis, comme plus des amis de filles, s'occupaient de moi. Fait que donc, lui, s'est retrouvé très seul dans tout ça. Puis je pense que ça a été ça, la chose la plus difficile. Et une des émotions qui revient dans chacune de vos histoires sous différentes formes, c'est la maudite culpabilité. Ah oui. Qu'on ressent, on se sent coupable, on a l'impression que c'est notre faute, on en veut à la vie, mais en tout cas, il y a énormément de culpabilité. Moses, comment on se débarrasse de ça? Qu'est-ce qu'on fait? Mireille? Bien, déjà d'en parler. Ça aide? Bien, c'est ça. Comme je disais, quand j'ai su que ça arrivait à tellement plus de personnes que je pensais, je me suis sentie beaucoup moins adéquate. Je veux dire, tu sais, je me sentais défectueuse. Je suis comme, OK, c'est moi la conne, tu sais, qui n'a pas été capable de porter mon bébé. Et puis, tu sais, puis là, tu te rends compte... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oui, c'est ça. Puis là, tu te dis, non, c'est pas qu'est-ce tout ce que j'ai fait de mal. Ouais. C'est genre la liste de toutes les choses que j'ai faites de pas correct qui ont fait en sorte que c'est arrivé. Et puis, fait que c'est ça, le fait Tout ce de qu'on mange, partager tout ce qu'on ces fait, hein, histoires-là, tu fais comme, non, j'ai pas un problème. C'est des choses qui nous dépassent, qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, qu'on peut pas expliquer. Parce qu'il y a ça aussi, la science, la médecine, ne peuvent pas tout expliquer. Moi, je sais toujours pas qu'est-ce qui s'est passé avec Romane. Puis il faut qu'on vive avec ça. Puis je pense que c'est ça aussi. C'est comme si un jour, on se rend compte qu'on est infertile. Des fois, il n'y en a pas d'explication. Puis ça fait partie du deuil, le mystère de tout ça. Fait que, oui, c'est une piste, je crois, pour se sentir beaucoup moins coupable. Mais d'accepter aussi les émotions qu'on vit. On se fait souvent dire, là, stresse pas, ça va se communiquer au bébé. Oh mon Dieu! Ou, je suis plus capable. c'est terrible, si t'arrêtais d'y penser, Véronique, ça marcherait. Oui, c'est ça, ouais. À partir du moment que tu vas arrêter d'y penser, ça va se faire marcher tout seul. même. Mais c'est intéressant parce que c'est abordé dans ton livre, justement. Beaucoup, parce que tu te fais dire ça à chaque semaine. Là. Je veux dire, tu te fais dire ça tout le temps, de pas y penser, d'arrêter d'y penser. Tu y penses trop, tu t'en fais trop. Fait que là,
Puis je connais une faute. fille que ça y est arrivé quand elle a lâché prise. Elle a voulu adopter, là, ça y est arrivé. Fait que, tu sais, ça met ça beaucoup vraiment sur ta responsabilité psychologique, tu sais. Puis moi, ça me faisait vraiment mal, tu sais. Puis là, je me disais, hey, tu sais, il y a des filles qui en veulent même pas d'enfants, puis ils tombent enceintes de même. Puis là, moi, tu me dis entre les mots que je suis pas adéquate, là, finalement, pour accueillir un enfant, là. Tu sais, c'est super blessant psychologiquement, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou parce que je lisais le livre de Maude, puis il y avait une phrase... Tu sais, je veux dire, j'ai lu son livre après avoir écrit mon livre, là. Puis il y a une phrase presque mot pour mot qui est... est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir d'enfants? Puis je dis presque la même phrase, presque mot pour mot dans mon livre. Fait que on cherche beaucoup des raisons, parce que dans la vie, on dirait que tout arrive pour quelque chose. Fait que tu as tout le temps le réflexe de chercher une raison pourquoi ça arrive. Peut-être que je serais mieux sans, peut-être qu'on serait pas des bons parents, peut-être que notre couple, ça marche pas, peut-être que je serais pas une bonne maman, peut-être que j'aimerais pas ça. Mais tu te l'as fait dire par des gens aussi, ça? Est-ce que tu penses que ça veut dire que vous devriez pas avoir d'enfant? Parce que moi, je me le suis fait demander. Non. Ah non. Penses-tu que c'est un signe que tu devrais pas avoir de deuxième enfant? Ouais, c'est oui, ça. moi aussi, ça arrive des fois. Je dis, ah, mais tu sais, rien arrive pour rien. Ouais, rien n'arrive pour rien. T'es bienveillant. Pourquoi tu viens de me dire ça? Alors, quand on parle de maladresse, je pense qu'on a de bons exemples ici présentement. Mesdames, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Là-dessus, sur Arc. Non, on finit sur vous avez écrit des super beaux livres. On est contente. C'est bien. Exactement. Il y a beaucoup à dire encore sur ces 3 livres-là et les 3 autrices vont être au stand de leur maison d'édition respective dans les prochaines minutes pour aller dédicacer des livres. Je vous invite à aller les rencontrer. Vous êtes de formidables humaines. Merci d'avoir eu le courage d'aborder ces sujets tabous, difficiles, dans de formidables livres que vous pouvez vous procurer, évidemment. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Merci à ceux qui étaient avec nous à la maison également. Bonne fin de journée, tout le monde. Bravo.